Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce jeudi 18 février par une page politique. Au Niger, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu ce 21 février. Dimanche, donc, les Nigériens se rendront aux urnes après une campagne qui a été marquée par de vives tensions entre les divers adversaires politiques. Environ 7,5 millions de votants devront choisir parmi 15 candidats dans ce scrutin présidentiel qui sera couplé à des législatives. Parmi les candidats à la présidence, le chef de l'État sortant, Mahamadou Issoufou, qui brigue un second mandat. Le président de 63 ans prédit une victoire par un coup KO dès le premier tour. Mais du côté de l'opposition plus morcelée, on promet en revanche une coalition pour le second tour. Les résultats seront proclamés dans les 5 jours après le vote. En attendant, la population commence déjà à craindre de graves troubles au moment de l'annonce des chiffres, tant la campagne électorale elle-même a été marquée par des heurts violents entre partisans du président et opposants. Explication de ces craintes par un représentant de la société civile. Écoutez. On peut dire qu'il y a un climat tendu du fait que vraiment en fait ces élections sont devenues une question de vie ou de mort pour chacun des camps. C'est-à-dire le camp de ceux qui sont au pouvoir, il leur faut absolument gagner cette élection. Et c'est ça le message qu'ils font passer. Le président lui-même dit qu'il veut gagner au premier tour un coup KO, etc. Pour les gens de l'opposition, ils estiment également qu'il faut absolument qu'ils gagnent parce que s'ils ne gagnent pas, le président et sa majorité, s'il a encore une majorité, vont certainement vouloir encore les affaiblir, les écraser, les diviser et peut-être même chercher à les humilier. La probabilité qu'il y ait des troubles est encore plus grande si c'est lui qui gagne parce que naturellement c'est lui qui est aux affaires, c'est lui qui a la possibilité de peut-être de tordre un peu le cou au processus. Et quant au système de vote par témoignage qui a été détaillé hier dans notre journal du soir, eh bien, il inquiète également la population nigérienne. Écoutez. Le vote par témoignage pose problème parce que, voyez-vous, ça permet des fraudes. C'est-à-dire que quelqu'un vient dans un bureau de vote, il a une carte d'électeur qui peut ne pas être la sienne, mais s'il trouve 2-3 personnes qui peuvent témoigner et dire que ouais, c'est bien lui, etc., il peut le faire. Tout ça, ça masque un certain jeu. Et les gens voient et ils dénoncent, ils ne sont pas d'accord et je pense que c'est plus ou moins légitime. Des tensions politiques également à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Des militants de l'opposition au président Paul Biya ont distribué hier des tracts. Les documents appellent le chef de l'État, au pouvoir depuis 1982, à ne pas se représenter à la présidentielle qui est prévue en 2018. Mais cette distribution du journal du Manidem, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, a été interrompue, manu militari. La police est en effet intervenue rapidement afin d'empêcher cette diffusion de documents anti-Paul Biya. Pour le président du Manidem, Dieudonné Yegba, le problème n'est pas M. Biya lui-même. Il déclare d'ailleurs que le peuple l'apprécie. Le problème, c'est plutôt son âge avancé de 83 ans. L'opposition demande ainsi au chef de l'État de, je cite, sortir par la grande porte. Écoutons les détails fournis par des membres de l'opposition hier lors de l'intervention policière à Douala. En conférence de presse, la présidente du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, a elle exposé son inquiétude face à une répression orientée selon elle uniquement vers les opposants. Non, c'est dommage que ces policiers zélés aient fait cette opération. Je ne sais pas sous instruction de qui. On a le droit à partir d'égalité de distribuer, de donner notre journal. Ils sont venus les récupérer. C'est pitoyable, voilà. C'est tout ce que je veux dire. Mais ce régime va tomber tôt ou tard. Nous conseillons M. Biya, qu'il est déjà vieux, pour qu'il sorte par la grande porte, qu'il ne se représente plus. C'est un conseil qu'on lui donne, tout simplement. Au moment où on observe que les sous-préfets autorisent toute manifestation qui s'exprime pour le soutien de la candidature du chef du parti au pouvoir, les manifestations des autres partis politiques et organisations de la société civile se voient interdites systématiquement pour trouble à l'ordre public.
Restons en Afrique centrale où le gouvernement du Gabon veut reprendre en main l'orpaillage artisanal. Objectif, avoir une meilleure visibilité et un meilleur contrôle de cette activité. En 2014, l'État a lancé un système de collecte pour acheter la production d'or des petits exploitants et 6 comptoirs ont ainsi été créés dans le pays. Pour les autorités, le système doit avant tout améliorer les conditions de vie des habitants, avec à terme le développement de petites mines d'or mieux organisées et semi-automatisées. Les orpailleurs, eux, dénoncent une baisse de leurs revenus. Et pour de nombreux Gabonais qui vivent de cette activité, la situation est plutôt préoccupante, mais le gouvernement insiste, lui, sur la nécessité de réguler le marché. Écoutez. C'est pas aussi facile que ça, très difficile. Il y a trop d'obstacles. Le plus souvent, il y a des reptiles, tout ça là. Mais on est obligé de faire avec. À la capitale, il n'y a pas vraiment. Et pire encore, à Maputo, il n'y a pas de société qui peut apprendre à m'acheter des jeunes. Pour rester sans rien faire, on est obligé de trouver des préoccupations comme l'orpaillage. Avant, on était à un moment, on était à 20 000 francs le gramme. Mais maintenant, depuis qu'ils sont là, ils sont à 17 500, 17 000, quelque chose comme ça là. On voit qu'il y a un changement. C'est ça. L'état de l'activité dans le pays est une forme d'anarchie que nous voulons réorganiser, regrouper en forme de coopérative, en forme de mutuelle d'orpailleurs pour avoir une meilleure visibilité et un meilleur contrôle de l'activité. Nous avons créé 6 comptoirs de collecte d'or à travers le pays qui sont fonctionnels, identifiables et vérifiables. Aussi, nous avons réalisé un taux de collecte entre 120 et 150 kg depuis les 2 dernières années. Nous vous parlions hier dans notre journal du soir Vox News de l'hommage rendu en Guinée aux 7 soldats des Nations Unies qui ont été tués le 12 février dans une attaque djihadiste à Kidal au Mali, parmi eux une femme. Les corps de 6 de ces 7 casques bleus guinéens ont été rapatriés hier après-midi à Conakry, dans leur pays donc. Les dépouilles ont été accueillies sur le tarmac de l'aéroport par le président Alpha Condé ainsi que des membres des familles des victimes éplorées. Le 7e corps, celui de l'adjudante Micheline Lama, qui est décédée de ses blessures dans un hôtel de Dakar, devrait lui être acheminé à Conakry avant la fin de la semaine. Pour rappel, à Kidal la semaine dernière, l'attentat suicide à la voiture piégée, combiné à des tirs de roquettes, a été revendiqué par le groupe djihadiste Ansar Dine, dirigé par le Touareg Iyad Aggali. Le ministre délégué à la défense de la Guinée s'est exprimé hier, ainsi que des membres des familles des victimes. Je vous propose de les écouter. Perdre une dizaine de personnes dans un espace de 3 mois, c'est vraiment dramatique. Donc vraiment, nous profitons de l'occasion pour adresser toutes nos condoléances aux familles éplorées, aux forces de défense et de sécurité, au gouvernement et au peuple de Guinée. Je suis en deuil, aujourd'hui c'est un sentiment de regret et de satisfaction à la fin. Si je parle de regret, perdre un jeune frère, tout jeune, c'est très difficile, mais c'est la mort, on accepte toujours. Mardi dernier, le Togo et l'Allemagne ont signé à Lomé un accord de coopération technique afin de promouvoir la sécurité alimentaire dans le pays. L'accord s'inscrit dans le cadre de l'initiative intitulée « Un seul monde sans faim » du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. L'initiative vise à combattre la faim et la malnutrition afin de garantir à l'avenir l'alimentation d'une population mondiale croissante. D'un budget global de 9 millions d'euros, soit environ 5 milliards de francs CFA, ce projet s'étale sur 2 ans et il est consacré au programme Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire et sécurité alimentaire et renforcement de la résilience au Togo. Je vous propose d'écouter Robert Dussé, le ministre togolais des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine. Il est suivi par Christophe Sander, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. Tous deux répondent au micro de Noël Tadénion, notre correspondant sur place. On a souhaité que les fonds donnés par l'Allemagne durant l'année 2014-2016 puissent servir en grande partie à relancer l'économie togolaise par le biais de l'agriculture. Aujourd'hui, cet accord de coopération est d'environ 9 millions d'euros, soit 5 milliards et quelques francs CFA, pour soutenir le secteur agricole sur 2 éléments. D'abord, une convention sur les questions agricoles et deuxièmement, la question de la sécurité, la sécurité alimentaire. Ici, nous voulons rassurer le gouvernement allemand par le biais de son ambassadeur et de tous ses collaborateurs ici que ces fonds mis à la disposition du gouvernement togolais
seront utilisés à bon escient et ces fonds permettront effectivement à relever l'agriculture togolaise et serviront aux agriculteurs et à tout le secteur. Si on peut créer d'emplois dans les régions rurales du Togo, on peut créer la situation quand les jeunes gens du Togo peuvent rester dans leur région. La décentralisation, même chose. Si on prépare mieux l'administration locale, on peut créer une situation qui sera mieux adaptée pour l'éventuelle l'élection des élections locales. Parce que si on a une maire élue, il lui faut aussi une administration bien préparée. À l'international, un terrible attentat à la voiture piégée a eu lieu cette nuit dans la capitale turque, Ankara. L'attaque aurait visé un convoi militaire en plein centre-ville, faisant de nombreuses victimes, dont beaucoup de civils. Le bilan ne cesse d'augmenter au fil des heures, mais pour le moment, le dernier en date fait état d'au moins 28 morts et de 61 blessés. Pour le gouverneur de la ville d'Ankara, cette attaque a frappé des bus de l'armée qui étaient garés près de la place Kizilay, où sont localisés de nombreux ministères, mais aussi l'état-major des armées ainsi que le Parlement turc. La très puissante explosion a été entendue dans une grande partie de la ville et elle a causé un mouvement de panique générale parmi les habitants. Pour le moment, l'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais depuis plusieurs mois déjà, la Turquie est frappée par une vague de violences djihadistes ainsi que par la reprise du conflit kurde. En conférence de presse, le gouvernement vient d'annoncer vouloir faire toute la lumière sur cet attentat. Je vous propose d'écouter cette déclaration. Alors qu'un véhicule de service qui transportait notre personnel militaire était à l'arrêt, un véhicule piégé a attaqué ce dernier, causant malheureusement la mort de 28 de nos citoyens, selon les premiers rapports. Nous ne savons pas pour l'instant qui sont les auteurs de cette attaque terroriste et nous ne pouvons pas vous donner de tels éléments pour l'heure. Mais soyez sûrs que dans les plus brefs délais, nous mettrons en lumière les auteurs de cette attaque. Cette attaque n'a pas seulement visé le personnel militaire qui se trouvait à bord du bus, mais cette attaque a été perpétrée de façon infecte, sans honneur, en traite et de façon mesquine contre notre sainte nation. Retour en Afrique pour clore ce journal. La Côte d'Ivoire a inauguré hier une nouvelle centrale thermique électrique à Abidjan. Cette usine d'une capacité de 234 MW a coûté la somme de 225 milliards de francs CFA, soit environ 343 millions d'euros. La centrale appartient à la Cyprel, la compagnie ivoirienne de production d'électricité, une filiale du groupe franco-africain Eranov, qui produit et distribue l'électricité ainsi que de l'eau potable dans toute l'Afrique de l'Ouest. Selon le président Alassane Ouattara, qui a lancé le démarrage de la centrale, cette infrastructure devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre pratiquement son objectif de capacité d'électricité pour 2016, soit 2000 MW de capacité installée. Au-delà de l'abondance d'électricité qui sera à disposition, le projet permet aussi la fourniture d'une énergie de qualité. La Côte d'Ivoire compte encore investir 22 milliards de dollars dans le secteur d'ici à 2030, notamment pour faire face à la forte croissance de la demande en électricité, estimée à 10% par an selon le ministre de Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara. Écoutez ces détails fournis hier lors de l'inauguration de l'installation, un projet notamment respectueux de l'environnement. La turbine à vapeur produit de l'électricité sans consommer de gaz naturel. Le cycle combiné préserve l'atmosphère en évitant le rejet de 500 tonnes de CO2 par an. Ce sont un peu plus de 1200 localités qui ont été électrifiées en milieu rural entre 2013 et 2015, portant ainsi le taux de couverture nationale à 48% contre 33% en 2011. Notre objectif à terme, bien sûr, c'est d'arriver à réduire le prix de l'électricité. Ce n'est pas encore le cas, mais nous allons y arriver. Moi, je suis très fier d'abord que nous ayons moins de coupures d'électricité, que nous ayons de l'électricité de meilleure qualité et que nous puissions aussi demander à ce que nos centrales et notre production puissent aider les pays de la sous-région. C'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 18 février. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec plaisir demain vendredi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée. Bonne suite de programme sur Vox Africa.